Le CAUE, après avoir travaillé sur un autre architecte majeur du XXe siècle, Armand Pellier, a engagé un travail sur Joseph Massota. Donc moi-même, Anne-Marie Anta, je suis architecte conseiller au CAUE du Gard, référent patrimoine. Et l'an dernier, Claire Champetier, qui va se présenter. Bonsoir à tous, donc, je suis Claire Champetier, étudiante en master patrimoine à l'Université Toulouse-Le Mirail. Et donc l'an dernier, dans le cadre de ma licence pro conservation et restauration du patrimoine bâti, j'ai effectué un stage de 4 mois au sein du CAUE du Gard, dont la mission principale était un travail de recherche en vue de la valorisation de l'œuvre de Joseph Massota. Donc oui. Dans cette conférence, nous aborderons d'abord le parcours de Joseph Massota. Ensuite, nous verrons la diversité de ses programmes architecturaux, en passant par les immeubles de bureaux, les immeubles d'habitation, les musées, les villas, les lotissements, les théâtres. Une grande diversité donc, des programmes. Et nous verrons également ses influences et les nombreuses collaborations qu'il a effectuées avec les artistes. Par contre, une petite mise en garde, notre travail de recherche n'a pas l'ambition d'être exhaustif. Voilà, nous avons entamé des recherches, mais nous en sommes au début, donc vous nous pardonnerez si vous ne voyez pas votre villa, par exemple. La présentation sera suivie d'un échange avec vous, et en particulier, je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont connu Joseph Massota, donc n'hésitez pas à prendre la parole, ou vous qui habitez une maison Massota, hein, parce que c'est peut-être le cas pour certains aussi. Merci par avance. Joseph Massota est né en 1925 dans une famille nîmoise modeste et il commence à l'école des beaux-arts de Montpellier en section architecture en 1945 et il poursuit l'année suivante donc son cursus d'architecture à l'école des beaux-arts de Paris dans l'atelier d'Auguste Perret. Il poursuit d'ailleurs en parallèle des études à l'Institut d'urbanisme de Paris et il obtient son diplôme en 1956. Auguste Perret, donc, c'est un architecte qui est spécialiste du béton armé et c'est délibérément que Joseph Massota va choisir d'intégrer son atelier. Donc, Auguste Perret définit l'esthétique spécifique au béton en disant « aucun décor fixe, rien que des proportions justes ». Alors, entre autres projets d'envergure, Auguste Perret a été chargé de la reconstruction du Havre. Et alors, ce qui est amusant à savoir, c'est que à présent, Le Havre est devenu ville et pays d'art et d'histoire. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment maintenant une reconnaissance de ce patrimoine contemporain. Et il a beaucoup enseigné également et a eu, entre autres élèves, Le Corbusier et Jean Renaudy. Donc après avoir obtenu son diplôme en 1956, Joseph Massota obtient une bourse d'études pour Rome, où il rencontre Olivier Clément Cacoub, premier Grand Prix de Rome. Il devient par la suite son assistant et travaille avec lui sur la réalisation du palais présidentiel de Carthage, en Tunisie, pour le président Bourguiba. Et donc à ce moment-là, sa carrière internationale, bien qu'il soit très jeune, semble toute tracée. Cependant, en 1960, sa femme Annick décède et il retourne avec ses 2 enfants, Jean-Michel et Isabelle, à Nîmes, où il se lance à corps perdu dans l'architecture. À ce moment-là, il remporte de nombreux concours, dont l'église du curé d'Ars à Clermont-Ferrand et la chambre d'agriculture dans laquelle nous nous trouvons, qui est à présent la maison du département. En 1968, il participe également au concours pour la réalisation du centre Pompidou, pour lequel il finit parmi les 8 premières équipes. Voilà, ce qui en dit long quand même sur le niveau de cet architecte et son talent. Une forte personnalité. Alors ça, je pense que tous ceux qui l'ont connu comprendront ce que nous voulons dire. C'est quelqu'un qui a un homme de conviction, qui a une personnalité vraiment très affirmée. Et nous avons là simplement mis 3 petites citations. L'une de Robert Proin, architecte qui a bien connu Joseph Massota, et qui dit « Il avait une volonté farouche, excessive dans son engagement. Il était entier, pur.
Il voulait être grand, ça faisait partie de sa démarche. Anne-Marie Hennequin, qui est une artiste qui a collaboré à un projet notamment de Joseph Massota, nous a indiqué que c'était quelqu'un d'extrêmement dynamique, extrêmement nerveux. Il avait horreur du conformisme et il était extrêmement pointilleux dans ce qu'il faisait. Et enfin, un dernier témoignage, celui de Paul Plouvier, qui était l'ami de Paul Pascal, la femme sculpteur qui a sculpté le bas-relief que vous voyez à l'extérieur du bâtiment, et qui était également, bien sûr, très amie avec Joseph Massota. Il rêvait de trouver un pays neuf qui l'accueille, parce qu'il était habité par le besoin du grandiose. Il avait besoin de scènes de guerre, et dans un élan, elle nous a dit, de couronnement de Napoléon. Joseph Massota était très inspiré par les grands architectes modernes que sont Le Corbusier, qu'il a d'ailleurs rencontré pendant ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris, ainsi que Oscar Niemeyer, qu'il a rencontré à Brasilia et qui a même salué ses réalisations, et Frank Lloyd Wright, pour lequel Joseph Massota est allé à New York visiter notamment le Guggenheim. Et donc, Joseph Massota, inspiré par ces grands architectes modernes, va réutiliser et se réapproprier leur langage moderne dans ses réalisations. Sur les trois planches qui suivent, nous allons voir à quel point Joseph Massota s'imprègne des courants de l'architecture moderne et la façon dont, en fait, il les exprime dans ses propres réalisations architecturales. Donc, la première planche concerne Le Corbusier. Et vous voyez le palais de l'Assemblée construit à Chandigarh en 1961. Et sur la droite, c'est l'ANPE, puisque Joseph Massota a construit de très nombreuses agences nationales pour l'emploi en France. D'Orléans, en 1976, vous voyez une photo de la maquette, mais vous voyez la parenté dans le vocabulaire architectural. De même, donc, pour Oscar Niemeyer, nous avons trouvé, et là j'en profite pour remercier Isabelle Massota, donc la fille de Joseph Massota, qui nous a confié, qui nous a permis d'accéder aux archives familiales. Et nous avons trouvé vraiment un véritable trésor, c'est-à-dire des croquis, des quantités de croquis faits par son père. Des photos de voyage, enfin vraiment des documents très riches, et notamment une photo qui présentait la compagnie rhodanienne construite à Castillon-du-Gard, avec une petite mention hommage à Oscar Niemeyer. Donc là, c'était vraiment très clair. Comme vous le voyez sur cette diapositive, à gauche, vous avez le Palazzo da Alvorada, qui date de 1957-58, et la réinterprétation pour la compagnie rhodanienne à Castillon-du-Gard. Frank Lloyd Wright, enfin, donc le musée Guggenheim construit à New York en 1959, avec cette forme presque en escargot, et la villa, dite Villa Escargot, construite par Joseph Massota à Castillon-du-Gard, vraiment dans un courant d'architecture organique. Donc Frank Lloyd Wright écrivait « Étudier la géométrie, qui est l'idée de toute forme, une caille, un escargot, un coquillage, un poisson, ils cèdent leurs secrets sans peine, et ils sont plus faciles à saisir que chiens, chevaux, humains, parce qu'ils sont plus près des origines, plus primitifs. » Donc vous voyez à l'écran deux dessins qui ont été réalisés par Joseph Massota pendant des voyages d'études, donc en Égypte et au Japon, et qui sont tirés de ses carnets de croquis. Et Joseph Massota va beaucoup voyager à travers le monde, comme vous voyez sur la liste qui déroule, et il va faire des croquis de nombreux éléments architecturaux, comme vous voyez ici, à Ibiza, à Grenade, et également Brasilia, évidemment, qui l'a beaucoup inspiré. Et ici, deux photos de Joseph Massota, dont l'une à droite, lors d'un voyage d'études à Copenhague, avec tout son cabinet d'architecture. Joseph Massota est donc issu de l'école des Beaux-Arts, avant la séparation entre école d'architecture et école des Beaux-Arts. Et ceci fait qu'il a pris pour habitude de collaborer avec de nombreux artistes dès le début de sa carrière. Et donc, nous verrons que dans toutes ces réalisations, ou presque, il y a une collaboration d'artistes, comme par exemple Paul Pascal pour le bas-relief que vous voyez en bas,
qui est le bas-relief de la chambre de la maison de l'agriculture. Ensuite, une céramique de Pierre Saint-Paul que l'on peut voir dans un immeuble de la Sada qui est juste à côté. Et enfin, une mosaïque de Anne-Marie Hennequin, donc une artiste gardoise, qui a réalisé cette fresque en galets pour un immeuble du Grau du Roi. Certains architectes se spécialisent dans des domaines. La caractéristique de Joseph Massota, c'est qu'il va réaliser d'innombrables projets qui correspondent à des programmes très différents. Donc aussi bien des immeubles de bureaux, des immeubles d'habitation, des établissements viticoles, une station de ski dans le Gard, un restaurant universitaire, des établissements de formation, des banques, un hôtel de ville, des agences nationales pour l'emploi, des musées, des églises et des villas. C'est vous dire, en fait, c'était quelqu'un qui était excessivement engagé dans le travail. C'était un forcené du travail. Vous le comprendrez pour arriver à mener tous ces projets. Donc, au début de sa carrière et de retour à Nîmes, Joseph Massota réalise en 1963 la maison de l'agriculture, donc actuelle maison du département. Et donc c'est une des premières façades rideaux de Nîmes, avec ce bas-relief sculpté par la femme sculpteur Paul Pascal, qui représente les récoltes, les épis de blé, et donc le thème de l'agriculture. Donc c'est un bâtiment qui a quand même été beaucoup remanié. L'entrée principale se faisait derrière, en fait. Et donc, on voit sur la photo actuelle que ça a beaucoup changé. Alors, juste un petit mot pour dire que les photos que vous voyez en noir et blanc, c'est la famille Collignon qui nous les a confiées. Hervé Collignon était le photographe qui prenait en photo la plupart des réalisations architecturales de Joseph Massota. Donc, un grand merci à Madame Collignon. Voici une vue de l'intérieur dans les années 1960. Donc c'est l'actuel vestibule d'entrée. Et ici, la céramique de Roger Capron, que l'on peut voir à l'entrée, et qui joue sur un effet de dehors-dedans, puisqu'elle se prolonge à l'extérieur du bâtiment, avec une vue toujours dans les années 60 et actuellement. Un autre immeuble de bureaux qui se trouve donc très proche d'ici est un immeuble construit pour la société d'assurance Sada, qui est une société allemande. Donc le site est très contraignant. En fait, Joseph Massota a dû aménager un immeuble qui préexistait sur le site, comme vous le voyez ici. Et Paul Plouvier donc, nous a dit une phrase qui nous semble très intéressante par rapport à cette question d'aménager sur un site. Ce que Massota a découvert à la Sada, c'est qu'il y avait d'énormes contraintes. Il était dans un périmètre très délimité, avec des pans de murs auxquels il ne fallait pas toucher. Et il avait découvert à quel point ces contraintes excitaient le besoin d'invention. La contrainte exaltait son imaginaire architectural. Donc de l'extérieur, on a l'impression que ce bâtiment, sa volumétrie est très simple, comme vous le voyez, et par contre, l'aménagement intérieur est très moderne. Sur la façade, vous voyez le croquis d'origine, la perspective d'ensemble, et à quel point donc la façade, le bâtiment est fidèle à la aux toutes premières esquisses. La façade sur rue comporte des brises-soleil. Et là, j'attire vraiment l'attention là-dessus parce que actuellement, la Sada envisage de supprimer ces brises-soleil pour des questions d'entretien et de non, parce qu'ils ne correspondent plus à certaines normes, notamment la neige. Et nous, voilà, c'est tout l'intérêt de ce genre de conférence, expliquer qu'un bâtiment doit être respecté avec toutes ses différentes caractéristiques, sinon après il est dénaturé. Alors la surprise, on l'a quand on entre dans le bâtiment. Je vous recommande tous d'aller voir l'intérieur de ce bâtiment. Vous avez quand vous entrez, une vaste perspective qui se déploie, et tout au fond de cette perspective, il y a ce grand escalier qui monte, et avec un éclairage zénital en forme de fleurs.
Donc nous n'avons pas pu prendre trop de photographies, mais au moins nous voulions vous montrer celle-ci. Et alors quand on parle d'influence, là encore, quelques années auparavant, en 1960, on a trouvé une référence d'escalier vraiment analogue réalisée par l'architecte Arne Jacobsen Radisson à Copenhague, où s'était rendu Joseph Massota. Donc c'est pour dire, les voyages d'études, ça sert à cela. C'est vrai que les architectes font souvent beaucoup de voyages d'études, ce qui leur permet de nourrir leur inspiration. Mais en tout cas, vraiment, allez voir cet immeuble. En 1977, il réalise également la banque Schex qu'il y a sur le boulevard Victor Hugo. Donc c'est un projet qui était quand même pas mal controversé puisqu'il se situe entre deux monuments romains, donc la Maison Carrée et les Arènes, dans un quartier historique, et qu'il peut frapper par sa technique moderne et ses matériaux avec ce mur rideau vitré. Cependant, le choix du mur rideau permet de refléter la façade historique du lycée d'Audet, et également la volumétrie du bâtiment est en accord avec les édifices accolés au bâtiment. Et dans le hall d'entrée, Joseph Massota a joué sur un effet de miroir, puisque c'est un long vestibule orné d'un bas-relief en pierre de Verse Pont-du-Gard, sculpté par Paul Pascal, et opposé à un miroir qui donne vraiment une impression de volume agrandi. Dans les années 60, 70, 80, Joseph Massota réalise également de nombreux immeubles d'habitation sur le littoral méditerranéen, et notamment au Grau-du-Roi et à Port-Camargue. Et ces réalisations s'inscrivent bien évidemment dans l'aménagement du littoral voulu par la mission Racine. Et donc, il réalise notamment la résidence Le Viking en 1966, donc un bâtiment réalisé au Grau-du-Roi, assez massif, tout en horizontalité, sur pilotis, au rez-de-chaussée, il y avait un magasin nîmois, au campeur nîmois, donc un peu l'ancêtre du Décathlon actuel, qui a été immortalisé en fait par une céramique que l'on voit sur la photo du haut, une céramique réalisée par Roger Capron, dont le titre est au campeur nîmois. Il y a également une sculpture de Paul Pascal, appelée Les Poissons, réalisée également en pierre de Verse Pont-du-Gard. Et dans le vestibule d'entrée, il y a une fresque d'Anne-Marie Hennequin, appelée Le Drakkar, en référence au nom de la résidence Le Viking, réalisée en galets, qui fait face à un escalier aux inspirations japonaises, et un plafond qui fait référence à la voile, mais qui en fait n'était pas prévu dès le départ, car en fait la fresque d'Anne-Marie Hennequin n'atteignait pas le plafond, il manquait 40 cm environ, et du coup Joseph Massota a eu l'idée de courber le plafond jusqu'à ce que ça rattrape la fresque d'Anne-Marie Hennequin, et ça a donné ce joli mouvement de voile. À Port-Camargue, Joseph Massota va réaliser de très nombreuses constructions des résidences, donc notamment le Grand Galion. Alors le Grand Galion, je peux vous dire qu'il est vraiment très grand, il est immense. Claire et moi, nous l'avons arpenté au mois d'août. Et au début, nous avons été vraiment stupéfaites parce que dans l'une des entrées, nous avons trouvé tout un mur en bas-relief sculpté par Paul Pascal sur le thème de la mer. Donc, bon, nous étions vraiment très contentes de notre découverte, mais après, nous nous sommes rendus compte qu'à chaque entrée, il y avait un mur complet sculpté et d'innombrables entrées. Donc là aussi, si vous allez à Port-Camargue, rendez-vous au Grand Galion l'été, de manière à ce que ce soit ouvert, et vous verrez, c'est absolument impressionnant de voir non seulement ce bâtiment, mais toutes ces œuvres de cette femme sculpteur Paul Pascal, dont l'œuvre commence à être également mise en lumière. Ensuite, donc, nous sommes allés à la résidence Le Flamand. Donc, ces résidences utilisent des éléments préfabriqués en béton,
qui sont et ont presque toutes un petit peu le même style, c'est-à-dire il y a de grandes terrasses de façon à profiter largement du soleil et de la vue. Et alors, ce que vous voyez sur la diapositive suivante, c'est un petit jeu architectural familier à Joseph Massota. Ça rappelle un petit peu le cubisme. Il s'amuse à encadrer des ouvertures sur 2 ou 3 côtés. Il les souligne comme ça. Alors là, la surprise, ça n'était pas les fresques, les murs sculptés de bas-relief de Paul Pascal, mais dans chaque entrée, il y a un mur en panneaux de carreaux de faïence émaillés, réalisé par David Sol. C'est extrêmement frais comme décor. Et c'est systématique dans chaque entrée. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait plus tellement. Maintenant, les architectes font peu appel à des artistes. Et cette collaboration, nous semble vraiment intéressante. Et vous voyez également la qualité des matériaux. Là, c'est du travertin, la pierre du travertin qui recouvre les sols. Et on a également des entrées toujours très épurées. C'est entièrement vitré sur l'extérieur. Nous allons à présent aborder les villas. Là, les propriétaires, vraiment que nous remercions, la plupart des personnes nous ouvrent leurs portes, mais il est parfois délicat d'indiquer ne serait-ce que le nom et encore plus la situation. Donc vous comprendrez que nous ayons simplement indiqué Villa C. Cette villa est une villa en L, posée sur un terrain plat, et qui est vraiment extrêmement épurée. Donc on a là on a choisi une phrase de Joseph Massota qui illustre bien l'esprit de ces villas. Nous étouffons dans nos ruelles sombres et humides, mais notre maison est classée monument historique. Nous pâlissons derrière nos étroites fenêtres, mais il y a des pilastres sur nos façades. Il nous faut de l'air et de la lumière, place à la pioche des démolisseurs, place aux vandales. Donc évidemment, cette citation est un peu provocatrice, mais c'est vraiment depuis la charte d'Athènes, on sait qu'on recherchait de l'air, de la lumière, et c'est tout à fait ce que l'on découvre dans cette villa, c'est-à-dire une villa complètement vitrée sur les 2 côtés, côté jardin, de façon à favoriser une relation très agréable entre le dedans et le dehors. N'oublions pas que Joseph Massota est un Méditerranéen et on va le voir dans la plupart de ses villas, c'est quelque chose, il est très influencé, on le ressent fortement, cette influence méditerranéenne. Donc là, vous voyez cette grande pièce, vraiment l'air circule pour le coup, la lumière, et il y a une grande cheminée qui sépare le côté salon du côté salle à manger. La toiture est assez spécifique dans le sens où c'est une toiture terrasse qui comporte un conduit de fumée important, parce que la cheminée tire parfaitement bien, paraît-il, mais elle comporte aussi un petit bassin de nage qui maintenant n'est plus en eau, n'est plus utilisé, mais qui devait être très appréciable. Et il y a un petit escalier pour rejoindre cette toiture terrasse. Dans les vues intérieures, donc là, vous voyez à quel point le style est dépouillé. C'est vraiment la sobriété. Et ce qui permet à cette maison d'être très agréable à vivre, c'est qu'il y a un large auvent, qui est un débord de toiture assez important, qui qui assure l'apport de lumière en hiver, mais par contre protège d'une chaleur excessive l'été. Et c'est ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique. Vraiment implanter la maison en fonction du terrain, en fonction de l'ensoleillement, de la protection au vent dominant, de façon à bénéficier des apports solaires, mais à assurer un bon confort d'été. Cette maison est extrêmement fonctionnelle. Donc, vous avez la cheminée donc, qui ne ferme pas la salle, mais sépare bien les deux espaces. Et vous avez également énormément de placards, de rangements qui disparaissent dans les murs, qui les longent, donc des quantités de façon à ce qu'il y ait le moins de meubles possible. Et voilà, en architecture, on n'est pas toujours assez sensible à ces détails qui sont pourtant très importants au quotidien. Il y a également un système tout simple de passe-plat.
donc derrière la table de la salle à manger que vous avez vue précédemment, vous voyez en haut à gauche cette porte qui disparaît dans la cloison. Et juste à côté, donc c'est la porte de la cuisine, juste à côté vous avez un petit placard. Ça n'est plus utilisé comme passe-plat à l'heure actuelle, mais c'est vrai que c'était un détail important pour le quotidien. Et enfin, une vue de la cuisine. La cuisine était entièrement équipée. Donc à cette époque-là, c'était vraiment très rare. Hein. Les cuisines, maintenant, on va chez Ikea ou ailleurs. Mais à l'époque, on aménageait rarement l'intérieur des cuisines comme dans le cadre de cette villa. Ensuite, nous allons passer à un lotissement qui se trouve à Nîmes, dans le quartier Puech-du-Teil. Alors, heureusement, là aussi, nous avons la chance d'avoir une photographie prise par Hervé Collignon. Chaque fois que vous verrez des photos en noir et blanc, c'est de lui. Et vous voyez, c'est pour nous, architectes et urbanistes, c'est très intéressant de voir ce genre de projet parce que on est trop souvent passé en France du grand ensemble à la maison individuelle isolée sur son terrain. Et là, Joseph Massota nous fait une démonstration magistrale d'habitat en bande, en fait, mais qui bénéficie des caractéristiques que l'on recherche dans l'habitat individuel, c'est-à-dire chaque maison a une entrée individualisée, que dis-je, deux, parce qu'il y a on peut accéder soit par la partie haute, et on arrive à la partie haute de la maison, par l'intermédiaire d'un patio, soit par la partie du côté rue, par l'intermédiaire d'un petit jardinet. Et elles s'articulent toutes autour d'un patio, l'influence méditerranéenne, ce qui apporte une fraîcheur à la maison. Et elles sont toutes... là, on voit la situation en plan. Donc, on voit l'ensemble de ces maisons regroupées dans un quartier où il y a sinon des maisons individuelles isolées dans le quartier. Sinon, vous avez deux vues. L'une en 1995, où on voit que les constructions ont peu évolué. En 2003, par contre, la végétation a pris le dessus. Et ce que l'on peut regretter, on le verra plus tard, c'est que la plupart des personnes ont choisi de fermer la grande terrasse côté rue qui permet d'avoir une vue sublime sur le paysage. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait toujours de façon très esthétique. Donc certes, cela permet aux propriétaires de bénéficier d'une pièce supplémentaire, mais c'est un petit peu dommage. Et quand on voit la pureté du projet initial, voilà, on ne peut que regretter cette évolution. Alors là, vous voyez l'arrière du bâtiment, donc par le côté haut. On arrive donc, les maisons comportent un escalier intérieur et on entre dans chaque maison par son patio. Et il y a également, tout est bien conçu parce qu'il y a des petits espaces pour les compteurs d'électricité, pour tout ce qui est technique, pour les ordures ménagères. Enfin, c'est vraiment pensé dans le moindre détail. Et sur cette diapositive, vous voyez à présent le patio de l'une des maisons, ainsi que la maison vue en contrebas depuis son jardinet. Alors ces maisons, je vous le dis s'il y a des amateurs, parce qu'en ce moment, là, il y en a une à vendre. Elle fait 169 mètres carrés et elle est vendue malheureusement 265 000 euros seulement, alors que ce sont des maisons avec des prestations extraordinaires, parce que c'est dans ce quartier qu'il y a quand même pas mal de cambriolage, voilà, juste à côté de la ZUP. Mais je le signale pour les amateurs d'architecture parce qu'il y a une affaire à faire. Là, c'est une vue intérieure d'une cuisine de l'une de ces villas. Donc, alors là, ne vous fiez pas aux peintures, hein, au niveau du décor, tout a évolué. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces villas, là aussi, Joseph Massota dessinait tout. Ces cuisines est parfaitement équipées. Maintenant, nous allons arriver à Castillon-du-Gard pour aborder un autre lotissement. Mais au préalable, nous allons aborder une villa qui se trouve à Castillon-du-Gard. Alors, nous le verrons par la suite, nous verrons des croquis de Joseph Massota. Il va s'intéresser énormément, après les lignes très épurées dans l'esprit de Le Corbusier, il va s'intéresser à l'architecture organique, c'est-à-dire s'inspirer des formes que l'on trouve dans la nature, des formes animales en particulier, les escargots, les choses comme cela, pour
pour créer pour créer ces constructions. Donc cette maison en particulier, alors là, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un monsieur dans la salle qui m'a expliqué qu'il avait demandé à Joseph Massota de lui faire un projet. Finalement, c'était une villa escargot qui n'a pas été réalisée. Mais par contre, c'est ensuite un client suisse qui a repris, mais en le faisant évoluer, le projet, que vous voyez donc sur cette photo qui a été réalisée à Castillon-du-Gard. Donc ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui ont justement un témoignage à apporter, vraiment après pourront prendre la parole. Et comme la conférence est filmée, voilà, n'hésitez pas tout de même à vous lancer, parce que pour nous, c'est très important de pouvoir conserver ces témoignages. Donc vous voyez la villa escargot dans son environnement, elle disparaît complètement maintenant dans la végétation et sa forme est vraiment absolument inspirée de l'escargot. Là, vous voyez la silhouette quand on est entre Remoulins et Bagnoles, on aperçoit à peine la silhouette qui émerge dans le paysage. Et sur la photo du haut, on voit cette villa photographiée d'un petit peu plus près. Donc là, un petit croquis extrait de l'un des carnets de croquis de Joseph Massota qui permet de bien comprendre sa recherche et la spirale dans laquelle s'inscrit cette villa. Donc là, c'est l'architecture organique par excellence. Donc quelques vues, toujours photographiées par Hervé Collignon, de cette villa. Vous voyez toute la modernité de ce projet par rapport aux pavillons qui pouvaient se faire à la même époque par des constructeurs. Et nous en arrivons au lotissement qu'il a réalisé à Castillon-du-Gard avec un promoteur qui s'appelle Henri Cata. Donc ce lotissement se situe dans une zone de garrigue un peu à l'extérieur du village. Et il a pourvu notamment le pont du Gard, ainsi que la chaîne des Alpilles, les Cévennes et des moulins à vent. Alors, à la base, le projet initial, c'était de réaliser une vingtaine de villas. Malheureusement, le promoteur a abandonné le projet en cours et seulement 6 de ces villas ont été réalisées. Elles sont organisées en trèfle par 3 autour d'une placette et reliées entre elles par des arches, comme on peut le voir sur cette photo, avec une fontaine au centre. Et elles sont inspirées de l'architecture locale, vernaculaire, organisées autour d'un patio central, avec des façades fermées au vent et à la chaleur, dans un esprit très méditerranéen. Vous avez ici une vue dans les années 1960, avec la piscine commune à tous les habitants du lotissement. Et ici, donc, des vues de ces villas qui ont été réalisées avec un enduit qui rappelle par sa couleur les pierres locales, les pierres calcaires de la région. Donc, Castillon-du-Gard, et je salue Monsieur le maire, a vraiment l'avantage d'avoir plusieurs projets de Joseph Massota sur son territoire. Donc nous avons vu la compagnie rhodanienne, nous avons vu la villa escargot et ces villas. Et il faut également savoir que Joseph Massota avait acheté une maison dans le village qu'il avait aménagée, surélevée. Donc voilà, là c'est pour Castillon-du-Gard, il est vraiment essentiel de se saisir de ce patrimoine XXe siècle qui sera pour vous un facteur d'attractivité culturelle, voilà, voire touristique. Joseph Massota a également réalisé des établissements viticoles à l'Espiguette, dont l'établissement national technique pour l'amélioration de la viticulture, que vous voyez au premier plan, c'est le premier bâtiment. Derrière, la société coopérative d'intérêt collectif agricole et recherche expérimentale, appelée SICAREX. Et sur la droite, vous avez les villas du personnel de l'INTAV. Donc le premier bâtiment que l'on voit au premier plan, il a été réalisé en 1969. Il a un aspect un peu massif, tout en horizontalité. Et
il est organisé autour d'une cour centrale, avec également des façades fermées vers l'extérieur, mis à part la façade principale. Il est réalisé également avec un enduit crépi, qui rappelle l'architecture vernaculaire. Et c'est cette sorte de casquette recourbée qui rappelle un peu les bâtiments de Le Corbusier. À l'intérieur, on voit la dominance du béton, que Massota a voulu souvent brut dans ses réalisations, avec à gauche l'escalier réalisé et sculpté par Paul Pascal, donc dans le béton, un magnifique escalier, et à droite des éléments comme une jardinière en béton intégrée. Et dans l'image du dessous, un plafond incurvé, et vous voyez sur la gauche des éléments de béton qui servent à la fois de décor et qui permettent de gérer la lumière dans la salle. Et donc vous voyez ici 2 ouvertures qui permettent de traverser la cour centrale. Alors ce bâtiment est accompagné de logements pour le personnel. Donc ce sont plusieurs villas que vous voyez sur la gauche de la diapositive. C'est vraiment très homogène, assez massif, et nous avons trouvé cette annotation de Joseph Massota. Habitation des employés résidents sur le plan des maisons avec abside camarguaise et patio incurvé. Façade nord fermée au vent du Mistral, peut-être un rappel de la proximité d'Aigues-Mortes. Donc ce projet a vraiment considérablement évolué parce qu'à un moment, Joseph Massota envisageait de construire, de s'inspirer vraiment du modèle, je ne sais pas si on lui avait soufflé, des cabanes de gardiens qui sont complètement arrondies côté nord. Et finalement, je crois qu'en cours de construction, il n'a pas voulu de ce projet, ça ne pouvait pas aller avec sa conception de l'architecture vraiment moderne. Donc finalement, c'est les villas que vous voyez, qui sont là aussi des maisons à patio, toujours le même principe, qui vont s'enrouler autour d'une cour intérieure, la protégeant du vent dominant et permettant une certaine intimité pour chaque famille. Alors, par contre, on n'a plus du tout à l'heure actuelle cette vue-là parce qu'il y a beaucoup de pins qui ont poussé. Et donc, c'est bien. Ce qui est dommage, c'est peut-être bien pour les habitants d'avoir un bois, mais c'est dommage parce qu'on n'a plus la magnifique lisibilité qui est particulièrement évidente sur cette photo. Donc là, vous voyez, les maisons, nous en avons juste montré une. Elles n'ont pas beaucoup changé, heureusement. Il y a des petites modifications qui concernent, par exemple, les menuiseries. Souvent, malheureusement, on remplace les menuiseries bois pour mettre d'autres matériaux plus modernes que je ne citerai pas. Mais par contre, vous voyez, même si l'état d'entretien n'est pas extraordinaire, vous voyez que ces maisons ont une qualité de vie par cet espace intérieur qu'elles proposent. Alors là, la commune du Grau-du-Roi, vraiment dans ce secteur de l'Espiguette, a beaucoup de chance parce qu'il y a un autre bâtiment qui a été construit au départ donc pour la Société coopérative d'intérêt collectif agricole et de recherche expérimentale. Mais alors là aussi, on peut déplorer l'évolution de ce bâtiment. Il était d'une pureté absolue. Alors là, ils l'ont un petit peu enduit en rose. Je pense que cette couleur aurait fait frémir Joseph Massota. Et puis, c'est devenu un lieu très attractif d'un point de vue commercial. C'est un bâtiment où on vend des produits du terroir, des vins locaux. Mais par contre, du coup, il a été réaménagé considérablement. Et vous voyez sur la photo suivante, ce bâtiment avait cette allure-là. C'était impressionnant, très fort en termes d'expression architecturale. Et maintenant, il est vraiment affadi et ça, on ne peut que le déplorer. Heureusement, nous avons ces photos toujours d'Hervé Collignon. Là, donc, vous voyez ce que Joseph Massota appelle la porte du vin, c'est-à-dire sur le thème des fûts et de la cuvée,
Et ça, c'est un geste que l'on retrouve souvent chez lui quand il y a deux piliers massifs comme ça de plan circulaire. Ils vont être reliés par un arc à peine surbaissé, donc une courbe très légère. Et c'est quelque chose qui, avec le jeu de l'ombre portée sur les piliers, donne des effets plastiques saisissants. Et on a également l'auvent de la Sycarex. Alors là, il l'a écrit dans ses carnets, le thème de la main qui recueille la vendange. Donc c'est un élément très, très pur et très moderne. Voilà une vue de la façade arrière à l'heure actuelle. Vous ne reconnaissez évidemment pas les photos précédentes. Joseph Massota a également réalisé une station de ski au Montegual à Prapero en 1970. Il a réalisé cette même année deux édifices de plan circulaire. Donc vous voyez ici le plan. Ce chalet a été réalisé avec une structure porteuse en béton avec ses éléments en V. Vous voyez ici une photo du chantier et au milieu Joseph Massota, pour ceux qui pourront le reconnaître. Au premier étage, tout est vitré pour donner un panorama, puisqu'à l'intérieur il y a un restaurant, un panorama sur la station de ski. À l'intérieur, évidemment, il y a eu beaucoup de changements, ça a été remanié, mais on retrouve des éléments caractéristiques de l'architecture de Joseph Massota, notamment la photo à droite avec des éléments d'aération ou des éléments de chauffage qui sont masqués par le mobilier qui sert également de banc. Il a également réalisé sur la station de ski les points d'accueil. Alors là, c'est une soucoupe volante, comme vous le voyez. C'est un restaurant universitaire à Nîmes qui se trouve juste derrière la Maison des Compagnons. Pour ceux qui la situent, la Maison des Compagnons se trouve à peu près au rond-point entre la route d'Alès et la route de Sommières à Nîmes. Et juste derrière, sur la colline, dans un endroit enchanteur, boisé, vous avez donc la soucoupe volante. On va mieux la voir. Donc voilà, toujours photo d'Hervé Collignon qui exprime de façon magnifique ce volume donc tout en béton, mais brut, avec entièrement vitré, hein, toute la partie entre les deux éléments de la soucoupe, entièrement vitrée, ce qui offre une vue panoramique de l'intérieur qui est vraiment magnifique. Et ce jeu de contraste entre le carré et ces parties circulaires qui est vraiment intéressant. Donc voilà le contexte, très boisé, au milieu des pins, c'est un endroit très agréable. Il y a eu là de tout petits aménagements liés notamment aux contraintes d'accessibilité, mais de façon générale, le bâtiment est resté dans son état d'origine, ce dont on peut se réjouir. Là, vous avez des vues intérieures. Bon, évidemment, l'intérieur, il y a eu des changements, mais ce qui est conservé, c'est vraiment cette vue particulièrement intéressante. Donc, l'étable étant disposée juste à côté de ces parties vitrées. Voilà, donc quelques vues intérieures, tout en sachant qu'évidemment, là, au niveau de la décoration intérieure, tout a considérablement évolué. Alors, un projet très important de Joseph Massota, à proximité immédiate de Nîmes, c'est à Rodilhan, un lycée agricole qui a été construit en 1965. Et vous voyez sur la vue aérienne à quel point ce projet est important par ses dimensions. Il a été depuis d'ailleurs encore agrandi. Donc, quelques vues anciennes qui permettent de vous montrer son implantation sur le terrain et ses principes constructifs. Il y a toujours la collaboration artistique. Donc, il y a Daniel Souriou, qui est compagnon serrurier, qui a réalisé le portail. Il y a également une œuvre de Paul Pascal, mais nous ne l'avons pas représentée ici. Et il y a également, sur le côté, nous ne nous étendons pas trop parce qu'on ne peut malheureusement pas s'arrêter suffisamment sur chaque projet, mais il y a un élément intéressant, donc là c'est vraiment un symbole tauromachique fort sur un bâtiment qui est sur le côté du lycée agricole.
À Arles, Joseph Massota a réaménagé un ancien hôtel particulier pour créer l'École nationale de la photographie dans les années 80. Il a joué sur le contraste entre la façade très classique et l'intérieur moderne, avec des structures métalliques très légères qui laissent apparaître de nombreuses baies vitrées et des jeux sur les volumes. Il a également réalisé le mobilier, donc ici le mobilier de la bibliothèque de l'école, et également des escaliers traités différemment, parce que Joseph Massota était très attaché au franchissement dans sa réalisation, et donc très souvent il attache un intérêt particulier aux escaliers. Il a également réalisé un centre de formation professionnelle à Bagnols-sur-Cèze, qui rappelle par son aspect assez massif et son traitement vernaculaire les réalisations de l'Espiguette, avec ses lourds piliers un peu courbés et une forte horizontalité qui est ici coupée par la tour centrale. Et on voit bien donc les jeux de volume. À l'intérieur, un patio, encore une fois, qui est voulu plutôt minéral à la base par Joseph Massota pour laisser voir la céramique de Pierre Saint-Paul, et qui aujourd'hui est quelque peu envahi par la végétation, ce qui masque un peu l'idée initiale d'un patio minéral. Et voilà des vues donc de côté et derrière, avec toujours cette casquette qui rappelle un peu Le Corbusier et des jeux d'ouverture rythmés qui font penser au cubisme. Ici, c'est un magnifique bâtiment. C'est vraiment un bâtiment incroyable. C'est l'ancien Crédit Agricole d'Alès, qui a été construit en 1973. Mais alors là, il est également transformé à l'heure actuelle. C'est désormais un bâtiment communal. Mais nous allons voir là la perspective dessinée par Joseph Massota. Et on voit combien la réalisation est fidèle à cette perspective. Donc c'est un bâtiment assez massif, côté rue, donc qui est scandé de brise-soleil. Toutes les parties vitrées sont protégées par des brise-soleil. Mais alors maintenant, malheureusement, ils ont peint des motifs qui rappellent la fonction du bâtiment, qui est un bâtiment d'aide sociale. Donc c'est un petit peu regrettable, mais c'est réversible. Voilà. En patrimoine, il y a ce qui est réversible et ce qui ne l'est pas. Quand c'est réversible, ça nous inquiète moins. Alors là, sur le côté, il y avait également des logements, donc à gauche de la tour que vous voyez. Et à l'intérieur, là, c'est absolument extraordinaire. Il y a un plan incliné qui en hélice, comme ça. Vous voyez l'état d'origine à gauche. Par contre, alors maintenant, pour des raisons de pratique, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le hall d'entrée, ils ont décidé de mettre en place un dispositif pour améliorer l'isolation phonique. Mais alors, du coup, cela occulte ce plafond qui permettait un éclairage zénital absolument extraordinaire. Donc, bon, ben voilà, les photos parlent d'elles-mêmes, avant, après. Donc, là, vous voyez ce geste magnifique, vraiment l'art de s'implanter, d'occuper le vide, parce que les architectes construisent des parties pleines, mais bien sûr, ils organisent le vide. Et là, c'est vraiment dessiné de façon magistrale. Une autre vue, comme vous pouvez l'apercevoir, toute la partie supérieure, quand on arrivait au sommet de l'escalier, est décorée d'une photo en noir et blanc c'est tout un panneau fait par Lucien Clergue, le fameux photographe, et c'était sur le thème des épis de blé, puisque c'était un crédit agricole. Donc évidemment, la photo n'y est plus. Et j'ai eu la chance, c'est difficile, mais on arrive à l'obtenir, de pouvoir également découvrir la salle de conférence qui est en sous-sol.
Il y a une salle magnifique au sous-sol, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, avec une structure en béton qui, au niveau du plafond, qui va supporter donc le plancher supérieur, qui est exceptionnel. Donc là vraiment, il faut alerter la mairie d'Alès, parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte des qualités patrimoniales en termes de patrimoine du XXe siècle de ce bâtiment. Ici, un projet d'hôtel de ville pour la ville de Nîmes réalisé en 1981, dont vous voyez 2 maquettes. À l'époque, le maire, Émile Jourdan, souhaitait un nouvel hôtel de ville pour la ville de Nîmes plus au centre, et il avait choisi l'emplacement de l'ancien théâtre qui avait été incendié. Et dans le projet, il fallait garder la colonnade du théâtre. Et Joseph Massota avait donc remporté ce concours avec un autre architecte nîmois, Chaban. Et voici donc le projet qu'il avait proposé. C'était un centre à la fois civique et culturel. Et dans la tradition romaine, il avait choisi de piétonniser entre la Maison Carrée et donc cet hôtel de ville pour recréer comme un forum romain. Malheureusement, le projet ne verra jamais le jour puisqu'il y a eu un changement de municipalité en 1983 et que le nouveau maire, Jean Bousquet, a décidé à la place de créer l'actuel Carré d'Art. Joseph Massota a également été contacté par la mairie de Nîmes pour aménager l'ancien foyer municipal en théâtre, puisque le théâtre avait été incendié, comme vous l'a précisé Claire. Donc là, nous avons également des photos d'archives, puisque le théâtre a été depuis réaménagé par Michel Villemotte, mais en tout cas, certains éléments de ce décor subsistent, et notamment le grand panneau de... Là, c'est Lursa, hein, je crois, de Jean Lursa. Alors là c'est pour les nostalgiques, ceux qui ont envie de revoir le théâtre tel qu'ils l'ont connu dans une époque précédente. Voilà donc l'aménagement réalisé par Joseph Massota pour offrir aux Nîmois une nouvelle salle de théâtre. Joseph Massota a également réalisé de nombreuses agences nationales pour l'emploi dans toute la France, environ une trentaine, entre 1973 et 1984. Donc vous voyez ici, donc, sur Google Maps, l'étendue de ces réalisations. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps ni d'en visiter, ni de savoir ce qu'elles sont devenues. Mais ça va venir. Et vous voyez donc ici des photos anciennes de l'ANPE de Dijon, donc réalisée en 1973. Celle de Toulouse-le-Mirail, qui par contre a été détruite. Celle d'Avignon, donc architecture typique des années 1970. Et une maquette de celle d'Orléans. Alors là, nous abordons un bâtiment. Si vous ne le connaissez pas, vous y allez ce week-end. Il y a urgence à le découvrir. C'est un musée archéologique à Lattes, qui est vraiment... c'est là où on voit que Joseph Massota maîtrisait vraiment tous les contextes. Parce qu'il y a des architectes, quand ils ont des contraintes comme celles qu'il va avoir à Lattes, ne sont pas à l'aise. Parce que la contrainte principale, c'est qu'il doit aménager son musée dans des bâtiments qui préexistent. Donc une sorte de masse existant. C'était de nombreux bâtiments. Alors sur la gauche, vous voyez un bassin avec un fil d'eau. Ça rappelle un petit peu... Il est allé à Grenade, hein, ça se sent là. Et vous voyez ces bâtiments, quand on arrive sur le parking, on ne peut ne pas se douter qu'il y ait un musée à proximité. Mais on avance, on se dirige progressivement vers ce bâtiment, on est guidé par ce fil d'eau. Au bout, on voit une mise en scène avec un monument entouré de cyprès. Donc là, on commence à sentir qu'il va se passer quelque chose. Et enfin, on entre dans le bâtiment et là, c'est la surprise. Voilà, c'est la surprise totale. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans l'architecture rurale. On est dans un bâtiment, dans un esprit de Le Corbusier, là aussi. Hein, c'est la promenade architecturale chère à Le Corbusier.
Donc là, nous avons des photos du chantier, cela vous permet de prendre la mesure de l'importance des travaux qui ont été réalisés. Et voilà la surprise que vous avez quand vous entrez. Hein, c'est-à-dire un grand plan incliné qui va vous conduire insensiblement jusqu'à l'étage pour découvrir les œuvres. Et tout est, les garde-corps, vous voyez, très vitrés, un jeu d'horizontale, du béton brut. Et on arrive donc peu à peu dans un espace où Joseph Massota a vraiment travaillé le cheminement. Hein. On se promène et il y a des effets de découverte successives. Alors, oui, c'est vraiment caractéristique d'une époque. Il y a des évidements, des jeux de volume, un travail sur le béton qui sont intéressants. Et c'est assez sombre. Vous avancez, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et puis tout à coup, vous arrivez là. Et là, vous avez l'ouverture sur la nature, avec un contraste. Il a beaucoup joué là sur un contraste qui était cher également à Le Corbusier, c'est-à-dire jouer entre un contraste de pénombre qui est souvent intéressant dans un musée pour vraiment mettre la lumière sur ce que l'on veut présenter. Et cette ouverture là vers l'extérieur avec cet apport de lumière important. Bon, là, c'est un petit clin d'œil à Isabelle Massota et à son fils Lucas, qui est venu avec nous visiter ce bâtiment, donc le petit-fils de Joseph Massota. Et cela vous permet aussi de comprendre l'échelle de ces parties vidées. À Nîmes, Joseph Massota a également réalisé l'église Notre-Dame du Suffrage et Saint-Dominique, qui a été classée inscrite en 2002 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc c'est une des œuvres phares de Joseph Massota. Elle a été construite à l'époque où le nombre d'habitants a fortement augmenté à Nîmes, dû à l'arrivée notamment des Pieds Noirs d'Algérie. Et donc le développement des quartiers Clos d'Orville et Chemin Bas d'Avignon. Et il fallait donc une nouvelle paroisse pour tous ces nouveaux arrivants. Et il a été décidé de construire cette église avec l'abbé Benoît et Joseph Massota. Cette église a une forme de mandorle ou de barque. Joseph Massota avait noté dans ses carnets la forme de barque. Et le narthex est remplacé ici par un patio encadré par des galeries sculptées qui peut faire penser à un cloître. Et cette forme de barque avec l'autel placé au centre et les bancs des fidèles placés en hémicycle tout autour. Donc vous avez également une vue aérienne, donc on voit bien la forme caractéristique du bâtiment. Et ici une vue ancienne avec une citation de Joseph Massota qui explique la forme du bâtiment. Donc la nef, barque de l'église, fend de sa proue les flots symbolisés par les horizontales du grand escalier pour aller vers le port, symbolisé par l'encre de la croix camarguaise et les poissons. Donc les poissons sur l'encre que l'on ne voit pas. À l'intérieur, donc, vous avez une vue à droite de la nef, avec le plafond et la charpente qui représente la barque, et ces modules de béton en losange qui sont comme une résille dans laquelle s'intercalent des morceaux de verre colorés qui donnent toute cette lumière à l'intérieur alors que la façade en extérieur est fermée. Et à gauche, vous avez le baptistère réalisé et sculpté par Paul Pascal. Donc, dans cette église, Massota joue énormément avec la lumière. Donc, non seulement avec les verres colorés intercalés dans les blocs de béton, mais également avec des vitraux réalisés par Jean Ginetz et ceux du baptistère qui sont réalisés par Dominique Gutters. Voici des vues du patio central, donc, qui est végétalisé, et avec une inscription, une dédicace de l'architecte à sa femme Annick. Et voici les galeries sculptées dans le béton brut par Paul Pascal. Vous l'aurez compris, l'église Saint-Dominique est une œuvre très personnelle pour Joseph Massota. C'est vraiment un hommage à sa femme et c'est un bâtiment il y a un projet à l'heure actuelle de réhabilitation parce que
il a été assez maltraité ces derniers temps, notamment les verres colorés ont été caillassés. Et donc il y a tout un projet de réaménagement, de mise aux normes, d'accessibilité, etc. Et c'est un bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui mérite vraiment de retrouver d'être réaménagé. Je dis bonjour à Éric Grenier, là, qui est chargé de ce projet, parce que c'est un magnifique projet d'arriver à redonner cette importance-là à ce bâtiment, l'importance qu'il mérite. Alors, vous l'aurez compris, il y a des constantes que l'on retrouve dans l'œuvre de Joseph Massota, des constantes architecturales. Donc un travail sur les apports de lumière naturelle, la promenade architecturale, sur l'utilisation du béton, des projets de réhabilitation, collaboration avec les artistes. Donc nous allons aborder rapidement, parce que je vois que leur temps, les apports de lumière. Donc, ici, nous nous trouvons au Crédit Agricole d'Alès. Donc, c'est le fameux apport par Skydome qui a été un petit peu dénaturé. C'est le même principe que l'on retrouve dans l'immeuble de la Sada. Et ce que l'on retrouve souvent aussi, c'est un éclairage en partie haute c'est un apport doux de lumière et qui n'est pas brutal. On a également, dans certains projets, des hublots, des meurtrières, comme au restaurant universitaire à Nîmes, en partie basse. Les patios, évidemment, là, par excellence, l'architecte méditerranéen sait utiliser les patios pour apporter et filtrer la lumière. À Saint-Dominique, en fait, le principe d'éclairement est intégré au procédé constructif. Et à l'origine, Joseph Massota pensait mettre de vrais vitraux épais. Et il n'a pas pu le faire, et c'est peut-être ce qui est dommage. Mais en tout cas, qui apporte des jeux de lumière colorée à l'intérieur, avec l'ombre portée de taches de couleur sur le sol, c'est absolument magnifique. La promenade architecturale, donc nous l'avons vue au musée de Latte, on la retrouve également, on retrouve ces grandes rampes inclinées sur le projet de cet ANPE, bâtiment qui malheureusement a été démoli à Toulouse. Ce grand geste de promenade architecturale, le Crédit Agricole d'Alès, l'immeuble de la Sada. L'utilisation du béton, on est dans une période où on cherche à préfabriquer, on cherche des procédés constructifs qui vont permettre d'industrialiser la construction. D'ailleurs, c'est de plus en plus à l'heure actuelle, on s'oriente vers des procédés similaires pour faire dans un souci de recherche économique également. Et donc le béton qui est dans certains cas laissé brut de décoffrage, dans certains cas traité comme ici, donc par Paul Pascal, sculpté en fait avec un système d'impression par des tampons en mousse pendant le coffrage. Alors, des aménagements d'intérieur, il en a également réalisé, c'est une œuvre foisonnante. Donc là, c'est une maison 18e siècle, et il a revu tout l'intérieur de la partie du rez-de-chaussée en permettant des apports de lumière en ouvrant largement vers le jardin. Donc tout est très épuré. Et là aussi, il a tout dessiné. Le mobilier, la cheminée, tout est parfaitement choisi. Donc nous l'avons déjà dit, une des constantes architecturales de Joseph Massota, c'est également sa collaboration avec les artistes, dont notamment Paul Pascal, avec qui il a beaucoup travaillé. Qui était une amie, et qui a également travaillé avec Armand Pellier. Donc vous voyez ici le bas-relief de la Maison de l'Agriculture. Elle a également réalisé un bas-relief à l'immeuble Sada, à la Banque Schex, et des sculptures, les poissons que l'on a déjà vus au Viking, et à l'immeuble de la Sada, une sculpture qui représente l'alliance franco-allemande, parce que la Sada est une société franco-allemande. Et enfin, le bas-relief sculpté dans le béton à l'église Saint-Dominique.
Il a également collaboré avec Roger Capron, qui est un céramiste très connu qui a créé l'atelier de Valoris. Il a participé notamment au projet de la Chambre de l'agriculture et au Viking avec cette mosaïque cette céramique sur les campeurs nîmois. Également Pierre Saint-Paul qui a réalisé de nombreuses céramiques à la Sada, au Crédit Agricole d'Alès. Et David Sol qui a participé au projet de l'immeuble Le Flamand à Port-Camargue. Et enfin, Anne-Marie Hannequin, une artiste gardoise qui a travaillé avec Joseph Massota une première fois au lycée de Rodilhan et ensuite à la résidence Le Viking au Grau du Roi en utilisant des galets donc, pour dessiner un dracard. Lucien Clergue avec la photo des maïs au Crédit Agricole d'Alès, donc le fameux photographe. Et Jean Lursa avec une tapisserie créée pour le théâtre de Nîmes. Alors, on retrouve différents types de constructions, nous l'avons vu. Ce sont des constructions qui vont être soit rectilignes, comme au lycée agricole de Rodilhan, soit beaucoup de bâtiments avec des murs rideaux, caractéristiques de cette époque. Des constructions circulaires. Là, on se rapproche de l'architecture. C'est ce qu'on retrouve au restaurant universitaire ou à Prat-Perrault. On a ces plans parfaitement circulaires et les constructions organiques, enfin, comme celle de la Villa Escargot, par exemple, à Castillon-du-Gard. Alors là, Oscar Niemeyer, qu'admirait beaucoup Joseph Massota, d'ailleurs, il l'a rencontré à Brasilia, il lui avait montré son travail et Niemeyer avait apprécié la qualité de ses réalisations. Oscar Niemeyer disait « Je n'ai pas d'attirance pour les angles droits et pour le trait rectiligne, dur et inflexible créé par l'homme. J'aime la liberté des courbes, leur sensualité. Les courbes que je trouve dans les montagnes de mon pays, dans le cours sinueux de ces rivières, dans les vagues de l'océan et sur le corps de la femme aimée. » Et on nous a rapporté une anecdote. Dans l'un de ses projets, Joseph Massota avait prévu des courbes et cela n'était pas accepté par le maître d'œuvre. Et l'argument final qu'il a su employer, il a dit « Mais si vous n'aimez pas cette forme architecturale, c'est que vous n'aimez pas les femmes. » Et à ce moment-là, il a emporté le projet. Là, nous allons pouvoir vous montrer quelques croquis d'architecture. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'en parallèle de son travail d'architecte, Joseph Massota n'a jamais cessé de produire une œuvre de peintre. Il a énormément dessiné et peint. Donc là, ça serait encore un autre volet d'études. Mais du coup, là, nous avons simplement présenté quelques croquis. Donc des escaliers, des rampes, surtout les croquis architecturaux. Donc les escaliers, les rampes, vous voyez, c'est cette recherche permanente, et notamment donc en voyage d'études, c'était l'occasion de cette recherche. Balcon et brise soleil, un sujet auquel on est très sensible dans notre région. Les formes organiques, là vous voyez là on a des quantités de croquis sur le sujet et voilà, les petits logements sont parfois tapis, arrondis, vraiment se lovent sur le terrain. Là c'est une des recherches de petits modules d'habitat. Et là on est dans les années 70, c'est presque l'architecture gélule, comme on voyait certains projets un petit peu futuristes. Ceci dit, maintenant, on fait de plus en plus des projets d'architecture nomade qui reprennent ces formes des années 70. Donc vous l'aurez compris, l'œuvre de Joseph Massota mérite aujourd'hui une reconnaissance. Cette reconnaissance a été déjà amorcée par le CAU du Gard en 1995, puis poursuivie depuis 2012, et on l'espère que cela continuera. Normalement, si tout va bien, ça devrait continuer très tôt. Alors, remerciements. Ça, c'est essentiel parce que ce genre de travail,
c'est une véritable enquête, hein, ça demande beaucoup de recherche. Ce travail ne pourrait pas se faire si de nombreuses personnes ne nous ouvraient pas leurs portes, leurs archives. Donc nous voudrions toutes les remercier, mais nous sommes sûrs que nous allons en oublier. Mais voilà, je veux absolument commencer par Isabelle Massota, la fille de Joseph Massota, parce que nous ouvrir comme ça sa porte, nous permettre de découvrir toutes ces archives, c'est vraiment très important, et un immense merci. Anne-Marie Collignon, Jean-Claude Monti, qui était un collaborateur de Joseph Massota, qui a parcouru toute la France, puisqu'il s'occupait notamment des chantiers d'Agence nationale pour l'emploi. Donc là, je pense qu'il a beaucoup voyagé en France. Je ne peux pas citer tous les propriétaires de villas, puisque pour des raisons de confidentialité, mais vraiment de tout cœur, nous les remercions. Merci également à Paul Plouvier, qui nous a apporté un témoignage d'une finesse et d'une amitié extraordinaire, à Anne-Marie Hennequin, à l'Institut national de la photographie d'art. Nous avons été accueillis d'une façon vraiment inoubliable. Nous avons également un excellent souvenir de l'Institut du vin, et notamment de M. Mallet à l'Espiguette, parce qu'au moment où nous allions partir, il nous a dit « Mais vous êtes pressé de partir ?» On avait un autre rendez-vous, on lui a dit « Oui, oui ». Il nous a dit « C'est dommage, vous devriez venir dans mon bureau ». Donc, bon, tant pis, on y allait. Et là, il nous a donné accès à toutes les archives du bâtiment, chose que nous pensions qu'elles étaient complètement perdues. Ce sont des moments, des grands moments. Et puis surtout, je tiens à remercier Claire Champetier, parce qu'elle a fait un stage de 4 mois au CAUE. Elle devait faire un stage de 2 mois, puis elle est restée 2 mois de plus, et elle s'est impliquée d'une façon tellement exceptionnelle que là, je lui ai demandé de bien vouloir venir de Montauban, où elle travaille à l'heure actuelle, pour participer à cette conférence, parce que je sais que le sujet lui importe beaucoup. C'est sa première conférence. Et elle va, là, la DRAC vient de lui confier une mission, la DRAC Languedoc-Roussillon, de 2 mois cet été pour prolonger ce travail, puisque notre objectif à présent, c'est de présenter au groupe de travail régional qui travaille sur le label Patrimoine XXe siècle des réalisations pour l'obtention du label. Et dans le prolongement de cette reconnaissance-là, d'écrire un petit ouvrage sur Joseph Massota. Voilà. Merci de votre attention. Alors, je vais demander à Victor s'il pouvait venir m'aider à donner le micro à ceux qui voudront bien apporter leur témoignage. Vraiment, je vous en prie, c'est le moment, parce que je sais qu'il y a... Je ne sais pas si Isabelle veut dire juste un petit mot sur ton papa, peut-être. Non, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que merci pour tout ce travail qui a été fait. Et il aurait été certainement très heureux de cette reconnaissance qui n'a pas toujours été là, on peut le dire. Voilà, donc merci beaucoup. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses, mais maintenant ça vous appartient aussi. Je veux dire, c'est pas. Je suis très touchée en tous les cas par tout ce travail et cette recherche. Merci. Alors, est-ce que Monsieur Goelf est encore là? Il est parti. Ah oui, pas de chance. Peut-être Didier Rieuzen aurait envie de dire quelque chose, comme il habite une villa Massota. Je pense que je voudrais vous remercier, parce que je pense que le travail est très, très intéressant, et effectivement mon histoire avec Joseph Massota remonte à 3 ans. Le jour où j'ai découvert une maison de Massota, je ne savais pas qui était Massota, et peu de monde savait qui était Massota à ce moment-là. J'avais rencontré plusieurs propriétaires à Castillon-du-Gard, donc, et les propriétaires ne connaissaient pas vraiment Massota ni son histoire. En fait, les gens qui avaient acheté ces maisons à ce moment-là avaient acheté essentiellement pour la vue sur le pont du Gard, qui est de fait remarquable. Et le site est tout à fait remarquable, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Maintenant, j'habite cette maison depuis 1 an, hein, après des travaux. Donc c'est aussi une expérience particulière que celle d'habiter une maison de Massota. Je dois dire que c'est une expérience qui est assez merveilleuse, puisque c'est une maison qui ne sont pas très grandes, hein, c'est des maisons qui font 140 mètres carrés, mais qui sont très fonctionnelles. Et surtout, c'est une maison une amie à moi paysagiste dit, c'est une maison paysage. C'est-à-dire, c'est une maison qui est réellement sur l'extérieur. Il y a un travail là qui est tout à fait remarquable de Massota sur les ouvertures, où on retrouve effectivement cette notion de promenade architecturale chère à Le Corbusier. Il faut pratiquer cette maison en fait, pour en percevoir toutes les qualités en termes d'ouverture, mais aussi en termes de matériaux. Puisque Capron a aussi travaillé sur ces projets de maison et a fait notamment des terres cuites qui sont remarquables, où il y a un travail de modelé, de couleurs, qui rappelle effectivement l'architecture vernaculaire. De même que vous avez des poutres sur les plafonds qui ne sont pas des poutres équarries, ce sont des poutres que vous pouvez trouver dans des maisons vernaculaires, alors qu'elles ne sont pas du tout indispensables puisque ce sont des maisons en béton et en fait les toits sont complètement autonomes. Donc il y avait un travail aussi de Massota à ce moment-là qui était remarquable et qui était sûrement influencé aussi par ses lectures de cette époque où Merleau-Ponty avait déjà produit un certain nombre d'ouvrages à ce moment-là. Mais ces références, je pense, sont multiples. C'est aussi la poétique de l'espace de Bachelard, la maison coquille notamment. Enfin bon, on retrouve donc beaucoup de références. Je dirais que sur Massota, il faudrait rappeler qu'il a fait son diplôme sur l'assemblage. Donc c'est un élément clé, je crois, et clé de compréhension de son architecture, puisque c'est réellement un assembleur. C'est quelqu'un qui travaille sur le contexte. Donc il dessine sur place ses maisons. Il vient sur le terrain, il les modifie si nécessaire ensuite, y compris une fois que c'est construit, il ne va pas hésiter à faire des changements importants. Donc c'est réellement un architecte de la contextualité. C'est peut-être ça la leçon qui me semble très importante de retenir chez Massota. Dans ces maisons spécifiquement, il va faire des rappels de certains des grands architectes, effectivement, qui sont au panthéon de Massota. Hein. On va voir effectivement des éléments qui vont rappeler Wright. Je rappelle aussi que le chemin du moulin à vent et le moulin à vent étaient un plan essentiel de Frank Lloyd Wright. Donc je pense que quand il est arrivé la première fois avec le maire de l'époque sur ce terrain et qu'on lui a dit voilà, chemin du moulin à vent, ça a dû faire un petit peu tilt. Et que par ailleurs, il a découvert ce paysage qu'il a utilisé de manière absolument magnifique. La relation à Le Corbusier aussi est assez patente dans ces maisons. Si vous comparez les plans de la chapelle de Ronchamp, vous allez y voir une familiarité tout à fait évidente avec les plans des maisons de Castillon. Et évidemment, il y a la relation à Niemeyer aussi qui est à la compagnie rodanienne. Donc on a là un certain nombre de citations qui rendent son architecture beaucoup plus parlante. Il y a aussi l'évocation du moulin à vent qui est importante. Il y a ces tours qu'il va mettre sur certaines de ses maisons. Il y a le concept de hameau qui est très important aussi. Donc on retrouve des valeurs du vernaculaire, des espaces communs. J'ai appris récemment aussi qu'il avait proposé pour les cheminements piétonniers qui existent, donc ce qui est rare maintenant dans les lotissements, il avait proposé en fait que les gens les fassent eux-mêmes. C'est-à-dire que c'était la pratique qui allait générer ces chemins piétonniers et qui seraient entérinés ensuite de la sorte. Donc il y avait vraiment des approches multiples comme celle-ci qui rendent cette architecture-là particulièrement intéressante. Dernière petite analogie, puisqu'il fonctionnait aussi comme Le Corbusier par analogie. On peut voir dans les grandes... Il y a une terrasse qui est semi-couverte par une grande arche qui fait 12 mètres de portée, hein, en béton, qui est déjà assez performante, et qui rappelle étonnamment aussi la grotte des Rennes, qui est juste à côté du pont du Gard. Donc on voit bien que les inspirations de Massota sont multiples, toujours contextuelles, et extrêmement intéressantes. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette maison. Si vous pouvez vous présenter, merci. Oui, j'ai travaillé avec M. Massota. Vous vous appelez, pardon, monsieur ? Monsieur Goret. Et j'ai travaillé avec M. Massota pendant 9 ans. J'étais à la planche de dessin. Et donc, si vous voulez, je dispose de plans encore, etc., que j'ai gardés de l'époque.
Donc j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur Massota, parce que... Allez-y. Non, c'était quelqu'un qui était entier, ça on peut le dire, parce que je l'ai vu à la planche qui se mettait avec des promoteurs et qui démolissait le promoteur parce qu'il ne voulait pas de ce qu'il voulait, lui. Et refuser des projets, une villa de 300 mètres carrés, qui, pour un médecin, il y avait le médecin, il voulait faire son cabinet et sa maison en même temps, mais Massota voulait de l'architecture provençale. Massota a commencé à dessiner une maison dont il avait le goût, quoi, et il a perdu perdu le projet, quoi. Il préférait perdre un projet plutôt que... Ah oui. C'était quelqu'un de très bien. Mais bon, si vous voulez, j'ai beaucoup de choses à dire, quoi, mais c'est un peu dur, quoi, de le faire maintenant. Voilà. Est-ce que, par une collaboration avec les plasticiens, est-ce que vous avez des témoignages sur justement la façon dont cette collaboration pouvait se vivre? Oui. Alors, on a rencontré Anne-Marie Hennequin. Tu veux peut-être en parler, Claire? Je ne sais pas. Elle était fascinée par Massota. Ah oui. Là, ça, c'est absolument certain. C'était très clair. Donc, elle a tout fait pour travailler avec lui. Elle était vraiment heureuse de travailler avec lui. Mais je crois, par contre, qu'elle n'a pu réaliser qu'une œuvre avec lui. Deux. Un essai oui. au lycée. Par contre, nous n'avons pas, pour l'instant, eu la possibilité. Là, j'avais invité Lucien Clergue ce soir, mais je crois qu'il va avoir 80 ans et il m'a dit que sa santé ne lui permettait pas d'être présent. Mais ça va faire partie de la suite là, de notre enquête qui va continuer, parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment ça se passait. Alors, un certain nombre de commandes se faisaient dans le cadre du 1% artistique par le ministère de la Culture. Et là, notamment, j'ai appelé hier soir David Sol, mais ça remonte à tellement loin que lui m'a dit, moi, je me souviens très peu de lui. Donc voilà, c'est vrai que plusieurs décennies après, ça n'est pas toujours facile de recueillir les témoignages non plus. Oui, monsieur, je vous en prie. Ce qu'il y a, c'est qu'il obligeait les promoteurs à donner 1% pour faire même les privés. D'accord, oui. Oui, ça c'est sa dimension artistique. Il voulait que ça accompagne ses projets. Et c'est vrai que tous ces projets comportent, la plupart de ces projets que l'on a pu voir comportent une œuvre d'artiste. Oui. Oui, bonsoir. Moi, je n'habite pas une maison Massota et je ne suis pas architecte. Mais j'ai cru voir, en entrant dans le hall de la maison du département, une chose que je n'avais jamais remarquée, c'est une similitude de forme entre des poteaux en béton et les éléments en béton de l'église Saint-Dominique. C'est-à-dire, ça n'est pas des poteaux rectangulaires, oui. C'est des poteaux un peu losangés. Effectivement, oui. Oui, je crois qu'on les montre à un moment là dans les détails techniques. Ces poteaux, oui. C'est une similitude. Bon, par ailleurs, les brise-soleil verticaux perpendiculaires à la façade semblent vraiment ne plus avoir la cote, puisque on vient d'enlever tous ceux qui étaient sur l'immeuble de la sécurité sociale. Maintenant, il y a une espèce de façade à panneaux colorés. Moi, je m'abstiendrai de tout commentaire, mais plus de brise-soleil. Voilà. Oui. Alors là, c'est l'évolution des normes. En France, c'est un pays qui est extrêmement contraint par les normes, de plus en plus. Et en particulier, là, ce qui a été invoqué par le responsable des travaux de la SADA, il me dit que c'est au niveau de l'assurance pour la neige. Alors je dis, mais bon, à Nîmes, quand même, c'est peut-être pas une priorité. Mais il me dit, oui, mais nous, c'est une société d'assurance, donc on est obligé d'être très attentif à cela. Mais bon, je pense qu'on va tout de même trouver... Là, je pense que depuis que je lui parle
de Joseph Massota et des qualités de ce bâtiment, on s'achemine quand même vers une solution qui permette de conserver ces éléments qui ont une fonction. Ils ne sont pas seulement, ils ne sont pas là pour décorer uniquement. Et enfin, j'ai une question. Je connais un petit peu le lycée agricole et j'ai entendu dire, mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est, que le projet du lycée agricole de Rodilhan avait été fait à l'origine pour l'Afrique du Nord. Et que compte tenu de l'évolution en Algérie, ce projet avait été rapatrié en France. Alors là, je vois Isabelle qui non. Bon, alors c'est une légende. Non, vous savez, il y a toujours des rumeurs qui courent. Oui. Non, on n'a jamais entendu parler de ça, hein. Isabelle, toi non plus. Non. Bon. Eh ben, merci pour cette précision. Serge Marchal, est-ce que vous avez connu Joseph Massota ? Serge Marchal est compagnon ferronnier. Il nous a donné récemment une excellente conférence sur son travail. Oui, j'ai travaillé quand j'étais en apprentissage chez Daniel Soriou. J'ai travaillé sur deux projets, enfin même des réalisations, en particulier pour l'église où j'ai fait la croix. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était une croix quand même assez grande, fait plus de 3 mètres de haut, et on s'était tout tapé au marteau. Ça n'avait pas été simple, surtout, j'avais pas beaucoup de pratique, et ça avait été assez douloureux, on va dire. Et le deuxième projet, c'était sur le portail du lycée agricole de Rodilhan, où là j'avais appris à découper, toujours en apprentissage, hein, j'avais appris à découper au chalumeau parce que il y en avait quelques mètres, hein, voilà. Mais sinon j'ai jamais eu vraiment de rapport avec Joseph Massota, parce que en étant apprenti, ça nous passait un petit peu au-dessus de la tête, quoi. Oui. Donc moi je l'ai connu dans le cadre des architectes, parce que je suis architecte, et dans le cadre aussi, il venait un petit peu au syndicat. Mais enfin, j'ai encore dans ma tête une image de Joseph Massota qui, moi, m'affecte énormément. C'est une image, si tu veux, je le croise vers la fin de sa vie, dans la rue. Ça devait être boulevard Victor Hugo, quelque chose comme ça. Et je vois Joseph Massota en train de se balader avec un carton à dessin. Alors là, juste un parallèle, comme quoi les architectes peuvent monter au sommet, comme Gaudi d'ailleurs, et parfois avoir des moments très douloureux vers la fin de leur vie. Et moi, c'est quelque chose qui m'a touché. Et donc, je vois Joseph Massota avec un carton à dessin. Je lui dis, où tu vas, Joseph? Il m'a dit, je suis en train de faire le tour. Alors, peut-être qu'à la fin, il n'avait pas trop de travail, pour montrer ce que j'ai fait. Donc, il était en train de se faire le tour autour du Conseil général et tout ça, comme un jeune débutant pour remontrer, parce qu'il avait besoin certainement de coûter. Et moi, ça m'a fait un mal au cœur, quelque chose d'épouvantable. Et il s'arrête et il me dit, tu vois, il sort un billet de 100 francs de sa poche. Il me dit, voilà, j'ai 100 francs. Et avec ça, il faut que je m'achète une paire de chaussures, il ne faut pas que je dépasse. Alors, si tu veux, moi, ce qui me reste, c'est cet homme qui a été au sommet, qui a été un très bon architecte. Et souvent, je fais le parallèle avec Gaudi, parce que c'est pareil, hein, ils ont eu les deux des parcours identiques, et qui, à la fin de sa vie, se retrouve en difficulté. C'est peut-être un petit peu le sort des artistes, mais c'est dur à vivre. Voilà l'image que j'ai de Joseph Massota, hormis le fait qu'il soit un très grand architecte. Oui. Mais on sait que de toute façon, la carrière des architectes est en dents de scie, effectivement. On est tributaire des commandes. Donc, les architectes qui sont obligés de recruter du personnel à certaines périodes pour arriver à répondre aux commandes, ensuite doivent entretenir un volet
de travail. Et quand ça n'est pas possible, voilà, il y a des licenciements et souvent on se retrouve seul. Hein. De toute façon, la majorité des agences d'architectes comportent une seule personne. Mais c'est vrai que ça a dû être douloureux pour lui. Il y aurait tellement de choses à dire. C'est vrai qu'on n'a pas, je crois qu'on ne l'a pas dit. Il avait aménagé le musée Fabre aussi. Il avait également un projet de musée d'art sacré à Montpellier. Et pour ceux qui auront l'occasion, dans l'immeuble de la banque Chex, alors maintenant ça n'est plus la banque, hein, en face de Daudet, mais il y a une petite porte sur la droite. Regardez bien, parce que vous allez voir ce miroir qui reflète le panneau sculpté par Paul Pascal, mais non seulement regardez, entrez, et vous allez en haut, vous empruntez les escaliers, et sur un palier, vous allez arriver au niveau de l'ancienne agence de Joseph Massota. Et sur le mur est encore recouvert, complètement tapissé. Ça nous a fait un choc, là aussi. Il est entièrement tapissé de photos en noir et blanc prises par Hervé Collignon, toujours, de réalisation de Massota. Et c'est magnifique. Et c'est vrai qu'il n'a pas pu rester dans cette agence à la fin, mais bon, voilà, c'est la dure vie des architectes en libéral. C'est vrai que c'est un métier très dur. Parce qu'il avait repris une autre vie, quoi. En fait, il dessinait, il peignait beaucoup. Et pour lui, bon, il y avait l'architecture, bien sûr, mais d'après ce qu'il me disait, il n'était pas malheureux. Bon. Mais bon. De sa peinture. Ah, est-ce qu'on a des réalisations là? Beaucoup d'œuvres figuratives, beaucoup d'œuvres marquées par ce terrible drame personnel vécu, beaucoup d'œuvres de forme où la forme d'œuf revient. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de dessins, de peintures. Beaucoup de femmes, bien sûr. En tout cas, ne vous fiez pas, quand vous voyez ce bâtiment qui est construit par Massota, c'est encore peut-être la seule salle qui n'est pas trop changée, avec, vous le voyez, cette pierre du Pont du Gard utilisée pour les murs, parce que tout le reste vraiment considérablement évolué. Maintenant, on entre par un espace qui n'existait pas. L'entrée se faisait par sur le côté. C'est vraiment dommage parce que ça affadit considérablement. On le voit sur les photos en noir et blanc, il y avait beaucoup de lumière. Oui. Et il avait voulu faire ici au modulant. Oui, on n'a pas parlé du nombre d'or et du modulor, mais c'est vrai qu'effectivement, il devait les utiliser dans son travail d'architecte, je pense. Ça a été construit en quelle année? 1963. En fait, la date est gravée et sculptée sur le panneau de Paul Pascal, juste à l'entrée. Joseph Massota, architecte 1963. Merci de votre présence et bonne soirée.